La coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème d'un séminaire international ouvert à Bamako. Il se déroule à l'école de maintien de la paix à Loublon-Dembé, à l'intention des auditeurs de la structure. La cérémonie d'ouverture était sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. 3 membres du gouvernement en visite de terrain dans le village de Gouana. Ils étaient sur le site réservé au maraîchage devant abriter le futur centre d'exposition et d'échange de technologies modernes. Le constat n'est pas satisfaisant. Sur les 600 hectares prévus, seulement 200 sont disponibles et les 400 autres occupés par des constructions anarchiques. Deuxième édition des Journées nationales de cybersécurité, ouverte cet après-midi à Bamako pour 4 jours. L'initiative est de l'AMA-RTP. Elle est placée sous le thème « Renforcement de la souveraineté numérique pour un Mali cybersécurisé ». La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre en charge de la communication. Awaditma Kamara nous en dira plus tout à l'heure. C'est quoi le bon ou vrai témoignage ? La chronique judiciaire nous fournira des éléments de réponse là-dessus ce soir. Sachez déjà que c'est la déclaration d'un fait ou d'un événement au sens large et une place importante surtout dans le domaine de la justice. La chronique est une réalisation de Garibou Pérou. Nous sommes le 22 octobre. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Nous commençons par ce communiqué de remerciement à l'issue de la cérémonie solennelle de remise des attributs généraux nouvellement promus, dont certains à titre exceptionnel, tenue le 21 octobre 2024 au palais de Koulouba. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, exprime sa profonde gratitude au peuple malien. Ces promotions voulues et recommandées par le peuple souverain dans le cadre du dialogue intermalien incarnent le désir ardent de changement que la transition s'efforce de concrétiser depuis 4 ans. Les réformes entreprises témoignent de l'engagement indéfectible des Maliennes et des Maliens à bâtir un avenir meilleur pour notre nation après tant de défis. Conscient de l'ampleur de la confiance qui lui a été accordée ainsi qu'à ses compagnons d'armes, le président de la transition réitère son engagement à satisfaire les aspirations légitimes du peuple malien. Les organes de la transition continueront d'œuvrer avec détermination dans cette dynamique de refondation. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, exhorte les Maliennes et les Maliens à maintenir leur cohésion et à renforcer leur détermination pour l'accomplissement de cette aspiration collective qu'est la refondation du Mali. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Au regard des résultats obtenus, le gouvernement, selon le Premier ministre, va proposer au président de la transition la date du 4 novembre 2024 comme date retenue pour la rentrée scolaire 2024-2025. Mamari Kone, Aliou Touré pour plus de détails. Les résultats des travaux du comité restreint mis en place auprès du ministre de l'Éducation nationale ont été soumis à l'appréciation du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Au regard de la présence de sinistrés dans certaines écoles, la sensibilisation de l'opinion est de mise pour obtenir la libération définitive de toutes les écoles dans les meilleurs délais. S'agissant des écoles inondées, leur situation se présente comme il suit. Nombre d'écoles libérées des eaux, 137 sur 187. Nombre d'écoles inondées mais non fonctionnelles, 6 sur 187. Nombre d'écoles toujours inondées, 44 sur 187. Pour ce qui concerne les écoles endommagées et ou effondrées, les académies d'enseignement sont en train d'installer les espaces d'apprentissage temporaires avec l'accompagnement des communautés ou de partenaires. Au regard de ce qui précède, les directeurs des académies d'enseignement ont été invités à émettre un avis sur la possibilité
de la rentrée à la date du 4 novembre 2024. Ils ont tous affirmé que les conditions sont réunies pour une rentrée effective à cette date. Malgré l'accalmie observée ces derniers jours en matière de pluie, certaines localités ont reçu des quantités importantes de pluie. Et donc pendant cette période, nous avions enregistré au plan national 5 cas d'inondation, survenus du 18 au 22 octobre, dont 1 à Kaye, 2 à Koulikoro, 1 à Bougouni et à Mopti. 39 cas d'effondrement, dont 37 dans la région de Koulikoro, 1 dans la région de Bougouni et 1 dans la région de Mopti, avec malheureusement 2 cas de perte en vies humaines, 1 cas de blessés. Et a engendré 2345 personnes sinistrées. Le Premier ministre a salué l'équipe du comité de coordination et de gestion des crises, SECOGEC, ainsi que les techniciens pour les efforts fournis. Déjà, l'on peut retenir 3 conclusions phares de cette réunion. La première, c'est qu'ils ont fait une analyse complète de l'ensemble des régions de la situation scolaire d'un côté face aux inondations. Que pourra-t-on faire? Ils sont arrivés à une conclusion. La deuxième chose, c'est que le ministre et ses collaborateurs, je pense, ont mis beaucoup d'énergie pour discuter avec les syndicats, le SNEC et la synergie, pour pouvoir harmoniser leurs positions. Parce que pour que les enfants puissent aller à l'école, vous avez l'État et les enseignants qui ont la plus grande responsabilité dans cette affaire. Et il me plaît d'annoncer et féliciter le ministre pour cet accord parfait de vision avec les syndicats. La troisième conclusion me semble la plus importante et la plus attendue. Elle découle des 2 premières. C'est que la date du 4 novembre peut être raisonnablement proposée au chef de l'État pour qu'à son tour, il puisse retenir cette date et que le gouvernement informe les Maliens qu'effectivement, au regard de la situation générale, au regard de l'engagement et surtout de la détermination à faire en sorte que les enfants aillent à l'école, quitte à ce que les problèmes qui vont subsister ici et là, on les règle au fur et à mesure, mais pour l'essentiel, la rentrée du 4 novembre peut considérer comme être retenue sur l'ensemble du territoire national pour la rentrée scolaire. Je voudrais dire que nous allons suggérer au chef de l'État de retenir la date du 4 novembre à communiquer aux Maliens par le gouvernement comme la date de la rentrée scolaire. Du début de l'hivernage à ce jour, 703 cas d'inondation ont été enregistrés, 8 cas de foudre, 86 cas de perte en vie humaine. Au total, 67 641 ménages ont été impactés et 351 221 personnes sinistrées. Carnet d'audience du Premier ministre, il a successivement reçu la Société des mathématiques du Mali et une délégation de l'association Timdoa, entendez par là Amitié en Tamashek. Retrouvons Mamari Kone et Aliou Touré. De retour de la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques qui s'est tenue en Afrique du Sud du 10 au 20 août 2024, la Société des mathématiques du Mali est venue présenter au Premier ministre les 2 médailles glanées par les 6 candidats maliens. Avec ces distinctions, le Mali signe son retour sur le podium des Olympiades après 20 ans d'absence. Bintou Flamousso Diallo, première nationale au bac session de juin 2024, s'est classée 3e au classement général. En plus de cette distinction, elle a également remporté une médaille de bronze dans les classements féminins. Après avoir présenté au Premier ministre le nouveau bureau de la société mis en place en mars 2024, le président de la société a sollicité l'appui du gouvernement pour l'organisation des Olympiades locales et nationales des mathématiques afin de bien préparer les candidats maliens aux futures éditions panafricaines. Depuis 2016, notre pays n'avait pas participé aux Olympiades panafricaines. Et nous avons recommencé la participation l'année dernière, en 2023, à Kigali, à la 30e édition. Là-bas, malheureusement, nous n'avons pas eu de médaille, mais quand même, on a acquis une certaine expérience.
Alors, cette année, l'édition de la 31e édition s'est tenue à Johannesburg. Cette fois-ci, on a pu avoir quand même quelques médailles. On a eu 2 médailles de bronze, une médaille de bronze dans le classement général et une médaille de bronze dans le classement des femmes, parce que le classement des filles. Nous sommes là vraiment pour aussi solliciter votre appui, parce que nous savons que quand le pays, les plus hautes autorités même vont s'impliquer, une association ne pourra pas. Une association seule ne pourra jamais faire quelque chose. Le Premier ministre a chaleureusement félicité la Société des mathématiques du Mali pour les efforts consentis en faveur de l'excellence dans l'enseignement des mathématiques ainsi que pour les distinctions obtenues en Afrique du Sud. On a l'avenir devant nous. La volonté en tout cas ne manque pas. Et soyez sûr que tout ce qu'on peut faire pour vous aider, en tout cas si ça dépend de nous, si notre parole peut servir à quelque chose, on va l'utiliser pour développer la science. Parce que l'avenir de notre pays en dépend. Le Premier ministre a également reçu ce lundi une forte délégation de l'association Timdiwa, entendez par là Amitié en Tamashek. Cette association qui regroupe plus d'une centaine d'artisans du Nord et du Mali est venue présenter au chef du gouvernement l'initiative culturelle intitulée Semaine internationale de l'artisanat touareg prévue du 28 novembre au 1er décembre 2024 dans les jardins du musée national ici même à Bamako. En plus de mettre en lumière le savoir-faire des artisans du Mali et ceux de la Confédération des États du Sahel, l'événement vise à soutenir la transition. On arrive à parcourir le monde entier pour représenter le Mali avec fierté. Donc cette année, on a eu l'initiative de pouvoir faire quelque chose ici au Mali pour montrer le savoir-faire malien au monde entier. Parce qu'on fait confiance à nos autorités. Avec tout ce que vous faites, cette année, les artisans, on a dit on va mettre en disposition tous les artisans pour vous accompagner dans cette belle mission que vous faites. Donc, pas seulement les artisans de Timidoua, pas seulement les artisans du nord du Mali, c'est tous les artisans du Mali qui y seront en disposition pour accompagner notre transition, notre gouvernement. Le Premier ministre a salué l'association pour cette initiative tout en déclarant que les artisans et les artistes jouent un grand rôle dans la promotion de la destination Mali. Aujourd'hui, je sais que le président est très attaché aux questions de culture. On a un ministre qui est très engagé pour la culture. Et nous savons que tout ce que nous faisons là, ça va finir. La seule chose qui ne finit jamais, ça c'est la culture. Et c'est ça votre force. Donc vous avez l'impression que vous n'êtes pas fort, mais en réalité vous êtes plus fort que ceux qui ont des armes, ceux qui ont l'argent, qui se battent. Parce que tout ça, ça va finir. Mais la culture là, quand on perd tout, c'est la culture qui reste. C'est pour ça que je voudrais vous encourager et vous dire que vous avez une oreille attentive. Moi je suis convaincu de la justesse de votre combat. Dr Choguel Koukala Maïga a mis cette rencontre à profit pour expliquer les enjeux géostratégiques du moment avant d'inviter les Maliens à se donner la main pour faire face au terrorisme qui sape tous les efforts de développement. Le Premier ministre a enfin reçu 4 agents de la primature appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Il s'agit d'un chauffeur, d'un planton, d'un blanchisseur et d'une secrétaire. Dr Choguel Koukala Maïga les a remerciés pour le service rendu à la nation avant de leur remettre des enveloppes. En retour, ils ont fait des bénédictions pour la réussite de la mission du Premier ministre et de la transition. La coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème d'un séminaire international qui se déroule à l'école de maintien de la paix à Blondembey. Destiné aux auditeurs de l'école, le sujet ne manque pas d'intérêt aux yeux des décideurs et des diplomates. D'ailleurs, la leçon inaugurale a été donnée par le ministre en charge des Affaires étrangères. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le compte-rendu de Aoulusseïni Touré. À l'heure des grands bouleversements géopolitiques dans le monde, le Sahel et le Mali ne sauraient rester en marge de la réflexion en faveur d'un réajustement du rapport entre États. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, le ministre des Affaires étrangères, dispensateur de la leçon inaugurale, s'est interrogé sur la formulation de la question. La coopération, dira-t-il, ne saurait être bénéfique pour une partie, elle doit profiter à toutes les parties. En lisant déjà le thème, je me suis un peu interrogé sur le mot bénéfice. Pourquoi au bénéfice des populations? Parce que quelque part, nous n'essayons pas même de renforcer une idée d'une relation à sens unique
Parce que quand on est dans une relation, a priori, j'estime que tout le monde en bénéficie. Ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, même si je n'aime pas ce mot de donneur et de récipiendaire, mais je voulais interroger la thématique elle-même dans sa formulation pouvait donner l'impression que c'est nous qui recevons. Donc j'imagine que dans vos réflexions, vous allez pouvoir revenir sur ces questions parce que nous travaillons ensemble. Ceux qui sont là parce que il y a des questions, si elles ne sont pas suffisamment prises en charge, vont les affecter. Le Sahel est une zone stratégique convoitée par les puissances. Ses habitants victimes de crises dont elles ignorent souvent les véritables motivations sont contraints de procéder à une réévaluation de la situation. Si le Sahel est au centre des préoccupations internationales, c'est parce que la stabilité de cette région a des répercussions directes sur la sécurité mondiale. La lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires, le développement durable et la consolidation de la paix sont autant de questions qui concernent non seulement les États du Sahel, mais surtout la communauté internationale dans son intégralité. Cependant, il est clair que les stratégies de coopération internationale adoptées jusqu'à présent ont parfois manqué de cohérence et souvent de durabilité. Les réponses souvent fragmentées et ponctuelles n'ont pas permis de traiter de manière pérenne les causes profondes des crises qui traversent la région sahélienne. Comme les Sahéliens, l'ensemble de la planète aspire à la paix et intègre la logique de la complémentarité nécessaire entre États pour parvenir à cet objectif. En vue de la crise multidimensionnelle qui est aujourd'hui éprouvée par les États du Sahel, il nous paraît parfaitement judicieux d'échanger avec les experts invités en profondeur et de prendre le temps pour des débats dans un esprit orienté vers l'avenir. Conscient de la nécessité d'un changement de paradigme en la matière, le gouvernement du Mali et ses partenaires du Sahel et d'ailleurs proposent une approche révisionniste des rapports de coopération entre États. Une reconsidération de notre approche de la coopération internationale s'impose. Les réponses traditionnelles, souvent basées sur des modèles de gouvernance dépassés, ne suffisent plus. Il est impératif de respecter la souveraineté des États du Sahel dans les prises de décision et de promouvoir une coopération qui intègre les intérêts locaux sans imposition des partenaires internationaux. Une coopération efficace nécessite une intégration des dimensions économiques, sociales, environnementales et sécuritaires adaptées aux réalités diversifiées de notre région. Il est donc crucial d'assurer la participation active des communautés locales dans l'élaboration et la mise en œuvre des initiatives de coopération. Leur implication est essentielle car elles sont les mieux placées pour définir leurs propres besoins et aspirations. Les auditeurs et l'ensemble des participants ont été exhortés à réfléchir pour un meilleur repositionnement stratégique de la coopération au Sahel et dans le monde en tenant compte de l'environnement géopolitique actuel. Revenons sur le cérémonial à Koulouba qui a vu les 11 généraux promus recevoir leurs attributs hier lundi. Le général de division Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, a porté la parole des promus après la remise des attributs. Il a, dans son discours de reconnaissance, soulevé le caractère immense de cette élévation en grade. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours, extrait choisi par Garibou Pérou. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de saluer l'engagement et le soutien de l'ensemble des forces vives de la nation en faveur de la transition, aux forces de défense et de sécurité de notre pays, qui depuis un certain temps sont engagés dans de vastes opérations pour la restauration de l'intégrité du territoire national, la sécurisation des personnes et des biens. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, cette vision patriotique, je le rappelle, bénéficie de l'adhésion massive et indéfectible du peuple souverain du Mali, traduisant ainsi la détermination de tout un peuple à écrire une nouvelle page de son histoire. Au lendemain des événements de la rectification et de la transition, notre pays s'est engagé dans un vaste processus de refondation nationale. Ce diagnostic transversal a permis de repenser de fond en comble tous les domaines intéressants
la terre sahélienne du Mali. Cet élan légitime et souverainiste impulsé par les plus hautes autorités a permis de raffermir haut et fort l'indépendance de notre pays à travers le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la montée en puissance de notre armée, due aux nouvelles acquisitions modernes et l'effectif des forces exige une nouvelle réorganisation de notre outil de défense et le renforcement de la chaîne de commandement. La refondation de notre appareil de défense est à l'origine du respect et la considération dont jouit notre pays dans la sous-région et dans toute l'Afrique. En réponse aux multiples facettes de l'évolution du contexte géopolitique de la sous-région, marqué par l'échec de nombreux complots de déstabilisation de nos États, la République du Mali, Burkina Faso et la République du Niger ont ensemble décidé de mutualiser leurs efforts, d'harmoniser leurs visions en vue de parvenir à une réelle prise en compte des préoccupations de leurs peuples respectifs. Acteur incontournable de la redéfinition de nos destins communs, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le Mali, à travers votre excellence, est au corps de cette intégration sous-régionale, constructive, respectueuse de la volonté des peuples qui ont décidé de se soustraire du paternalisme colonial, de rompre avec la chaîne de l'esclavage déguisé en démocratie. Toute démocratie repose sur une armée forte, apolitique, unie, opérationnelle, car c'est une armée forte et adaptée aux menaces qui permet au pouvoir d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Poursuivons à présent avec notre série de présentations des 11 généraux promus par décret présidentiel le mercredi 16 octobre 2024. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours exemplaire d'un homme de terrain qui a été de tous les combats et pratiquement sur tous les fronts. Il a été le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de septembre 2020 à mai 2021. Il s'agit du général de corps d'armée, Modibo Koné. On le connaît peu ou pas, mais il est bel et bien présent. Et son métier fait qu'il est au courant de pas mal de choses, sur beaucoup de choses. L'efficacité dans l'ombre, on peut le définir ainsi. Comme ses prédécesseurs, son poste a une portée nationale, car il s'agit de la sécurité d'État. Celui qui occupe actuellement le fauteuil est discret, parle peu, mais agit beaucoup. C'est qui lui vaut d'ailleurs cette promotion faite en son endroit par le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit bien du général de corps d'armée Modibo Koné. Général de corps d'armée Modibo Koné. Je vous remets les insignes du grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel. Ces images sont rares. Les quelques-unes que nous nous sommes appropriées le montrent au front, vaillant sur le théâtre des opérations. Le général de corps d'armée Modibo Koné, après la chute des régions du Nord, s'est beaucoup investi dans la stabilisation du front en vue de la reconquête territoriale. Ceux qui ont été plus lors des attaques de Mali, c'est les 5 pays. Début de sa carrière, il est issu de la 11e promotion 92-99 du Prytanée militaire de Kati. Ensuite viendra sa formation à l'ENIA de 99 à 2002. Pour se performer, il intégra les cours d'application de garde spéciale en Chine en 2009. L'adage nous dit que tous les sentiments guerriers viennent d'ambition, non de haine. Oui, mener le combat pour son pays afin de le sortir des griffes de l'envahisseur, le général de corps d'armée, Modibo Koné, est pétri dans cette moule depuis l'école d'état-major de Koulikoro qu'il fréquentera de 2014 à 2015. Sa vie professionnelle est aussi dense que ses formations. Comme première affectation, il a été envoyé à la 4e unité méhariste d'Inabak dans le cercle de Thessalite, comme commandant d'unité adjoint de 2002 à 2007, commandant de la 8e compagnie territoriale de Kidal en 2007 et 2009.
De là-bas, il devient le commandant de la compagnie territoriale du district de Bamako pendant 1 an. De 2011 à août 2020, il faisait partie de la 4e unité méariste de Gossi, commandant du 1er groupement territorial de Caille, puis celui du 5e groupement territorial de Mopti. Il faut noter aussi son passage au poste tactique en tant que commandant. C'est pour dire que le militaire est un homme de terrain. De 2003 à 2020, il fait partie de toutes les grandes opérations effectuées. Il s'agit de Assalam 1 et 2, Djigitougou, Badenko, Dambé et Maliba. La République est reconnaissante envers ses serviteurs. Le général de corps d'armée Modibo Koné compte parmi ses valeureux soldats qui n'hésitent pas à braver les intempéries contre l'ennemi. Dans cette démarche, il est l'heureux détenteur de nombreuses médailles, qu'elles soient nationales, militaires, de sauvetage, ainsi que la médaille commémorative de campagne. Il détient aussi le titre de commandeur de l'Ordre national du Mali et celui du Burkina Faso. Aujourd'hui, à la tête de l'Agence nationale de la sécurité d'État, communément appelée SE, un seul mot d'ordre: le respect des autorités et des valeurs humaines, gage de tranquillité et de sérénité dans un pays en proie en de nombreux défis. Et je vous rappelle qu'il a été de septembre 2020 à mai 2021 ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Parmi les officiers généraux qui ont reçu leurs attributs hier des mains du chef de l'État-chef suprême des armées, les généraux des divisions Keba Sangaré et Abdraman Babi, ils étaient respectivement chef d'état-major général adjoint des armées, ambassadeur du Mali en Espagne. Les deux généraux ont beaucoup de points communs dans leur parcours marqué ces derniers temps par leur engagement dans les opérations de reconquête du territoire, de défense de la patrie et de lutte contre le terrorisme. Voyons tout cela avec Yaya Konati. L'un évolue aujourd'hui dans la diplomatie, le second dans la haute hiérarchie militaire. Les désormais généraux de division Abdraman Babi et Keba Sangaré, deux officiers dont le parcours comporte bien de similitudes. Anciens du Britannique militaire de Kati tous les deux, commandos parachutistes tous les deux, anciens chefs d'état-major de l'armée de terre tous les deux, ils ont aussi en commun le fait d'avoir tous les deux été chefs d'état-major général adjoint des armées, poste qu'occupe actuellement le général de division Keba Sangaré. L'ancien gouverneur de la nouvelle région de Bougouni était militaire accompli et surtout un homme de terrain. Nous sommes en 2013 lors du déclenchement de l'opération Serval. Alors colonel-major, le général de division Keba Sangaré dirigeait les opérations du Fuseau Ouest. Après l'entrée de son unité à Tombouctou le 26 janvier 2013, il demeure dans la région jusqu'en 2015 comme commandant des opérations militaires. Il sera d'ailleurs récompensé par l'UNESCO qui lui décernera le prix international du bouclier bleu, un prix qui récompense ses efforts dans la préservation des biens culturels en période de conflit, prix qu'aucun Africain n'avait eu avant lui. La reconquête du territoire, la défense de son intégrité, la lutte contre le terrorisme n'ont aucun secret pour celui qui fut au cœur de presque toutes les opérations de ces dernières années, de Badenko à Maliko en passant par Maliba et Dambé. C'est en 1993 que le sous-lieutenant Keba Sangaré, fraîchement sorti de l'école militaire interarmes de Koulikoro, est affecté au régiment des commandos parachutistes. Sa formation militaire le conduira par la suite au Nigeria, au Gabon, au Ghana, mais aussi et surtout en Chine. École d'infanterie, école d'état-major, école de guerre, de quoi bâtir un solide bagage sur le plan de la formation militaire. Les diplômes et brevets, il en détient une multitude parmi lesquels un brevet de saut en parachute à ouverture commandée retardée, un brevet US de chuteur opérationnel ou encore un brevet de commandant d'unité spéciale obtenu en Chine. Des parchemins qui ont contribué à façonner le militaire de haut vol qu'il est, fils et petit-fils d'officiers supérieurs. Ancien directeur du service national des jeunes, du centre d'instruction Boubacar Sadassi, de l'école des sous-officiers, ancien commandant de la région militaire numéro 5 de la compagnie Para, le général Sangaré est instructeur permanent à l'EMIA et formateur à plusieurs niveaux. Médaillé de la Croix de la valeur militaire, médaillé du mérite militaire, il a aussi fait ses preuves en opérations extérieures, notamment au sein de la mission d'observation des Nations Unies au Congo, la MONUC. Et toujours pour parler distinction, le général de division Keba Sangaré est officier de l'Ordre national du Mali. Lui aussi est médaillé du mérite militaire, mais aussi commandeur de l'Ordre national du Mali, des distinctions qui sont la preuve tangible d'un engagement sans faille et d'un parcours élogieux au service des forces armées maliennes.
Après sa formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de France, le général de division Abderrahmane Babi poursuit une application d'infanterie à Montpellier puis des cours de capitaine d'infanterie à Fort Benning en Géorgie aux États-Unis. Sa formation militaire le mènera ensuite à Kaduna au Nigeria pour l'école d'état-major et à Yaoundé au Cameroun pour l'école de guerre. S'en suivront des stages d'aguerrissement et de qualification avec au passage un brevet militaire de parachutisme à l'école des troupes aéroportées de Pau en France. Dans la guerre que mène le Mali pour sa souveraineté contre les groupes terroristes, le général de division Abderrahmane Babi a pleinement joué sa partition, notamment en tant que commandant en second du théâtre de l'opération Maliba, commandant des forces de l'opération Faba Lakana, sans oublier son passage au commandement avancé temporaire à Sévaré de l'opération Dambé. Quant aux opérations extérieures, elles l'auront conduit notamment au Darfour pour la mission de l'Union africaine au Soudan. Médaillé de l'Union africaine pour le Darfour, de l'Union européenne de la politique de défense et de sécurité commune, il détient également la médaille de la défense nationale de France, échelon or. Ancien conseiller technique au ministère de la Défense et des anciens combattants, ancien chef du cabinet défense du Premier ministre, le général Babi est un homme d'expérience. Expérience acquise sur les théâtres d'opération, mais aussi en tant que représentant du gouvernement malien dans plusieurs missions et rencontres relatives à la défense, à la sécurité, mais aussi à la paix. Il fut notamment membre du groupe sécurité et défense de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, membre de l'équipe gouvernementale dans le cadre des discussions du processus d'Alger, mais aussi pour les négociations finales et la signature de l'accord de Ouagadougou. Ancien commandant de la compagnie Para, du Britannique militaire, de la compagnie de commandement et d'instruction des troupes aéroportées, instructeur permanent et responsable de formation à plusieurs niveaux, le général Abderrahmane Babi est appelé aujourd'hui à mettre sa riche expérience au service de la diplomatie malienne en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali auprès du Royaume d'Espagne, un poste qu'il occupe depuis novembre 2021. La nouvelle de la promotion exceptionnelle des 11 généraux vivement saluée par les habitants de la cité du Méguétan. Notre équipe de reportage dirigée par Boubacar Sissoko a fait un tour dans la ville de Koulikoro pour recueillir l'avis des habitants. Les points de vue convergent et tous ont salué cette reconnaissance de la nation. C'était notre souhait. Si le bon Dieu en a décidé ainsi, on s'en réjouit. Les Koulikorois ont accueilli avec joie et fierté la promotion du président de la transition et ses compagnons d'armes au grade de général. La nouvelle est bien perçue dans la cité de Méguétan. Cet avancement de grade de général pour le président de la transition et ses collaborateurs faisait partie des recommandations de la région durant les travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Les participants à l'unanimité ont demandé la promotion au grade de général. Tous les colonels qui ont contribué à restaurer la paix dans notre pays, à nous donner Kidal. Parce que Kidal était un enjeu majeur pour le Mali. Ici, il est rare que les avis convergent. Cette fois-ci, les habitants parlent le même langage. Tous apprécient cette marque de reconnaissance. Et je crois que ces généraux-là sont en train d'écrire une nouvelle histoire pour le Mali. Et je voudrais que vraiment tous les Maliens les accompagnent pour être vraiment au rendez-vous de l'histoire. Nous soutenons nuit et jour le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons. Nous les bénissons qu'Allah les aide à réaliser leurs objectifs. Ces promotions de grade de général à l'endroit d'Assimi Goïta et ses compagnons d'armes nous ont réellement plu. Qu'Allah les assiste. La jeunesse de Koulikoro s'est réjouie et n'attendait pas mieux. Voilà, ce n'est qu'une récompense vraiment de tous leurs efforts, de tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour notre Mali. Ce qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui, nous avons compris, nous les Maliens, que c'est pour notre bien-être et c'est pour aussi assurer un avenir meilleur à la génération future. Ces colonels ont fait du Mali une fierté africaine. Maintenant, les jeunes du Mali, on n'a plus honte de se présenter au nom de notre pays. Ils ont rehaussé le plus haut les drapeaux maliens. Toute la cité de Méguétan se dit fière de cette promotion exceptionnelle du président de la transition Assimi Goïta et ses compagnons d'armes au grade de général.
Et nous continuons à recevoir des messages de félicitations après la remise des grades de généraux à 11 officiers. Ils émanent ce soir du collectif pour la défense des militaires, du réseau des jeunes des partis politiques du Mali, de la Confédération des peuples de l'AIS. De demain, c'est aujourd'hui, de la Fédération des organisations et des regroupements de soutien aux actions de la transition, forçade civile, du rassemblement des jeunes leaders politiques et patriotes du Mali. Tous félicitent les 11 généraux pour cette promotion, pour ces groupements et associations. Cette promotion est amplement méritée. Par la même occasion, ils réaffirment leur soutien indéfectible aux autorités de la transition pour la cause du Mali. Et nous avons surtout communiqué de l'état-major général des armées qui informe l'opinion que les missions offensives de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes se poursuivent sur l'ensemble du territoire. Ainsi, dans la matinée du lundi 21 octobre 2024, les renseignements ont fait état d'une réunion de chefs terroristes des zones de Kagnoum et Bambara Maoudi. Ces criminels s'étaient donné rendez-vous à la foire d'Ina Djatafan, à 70 km au sud-est de Bambara Maoudi, pensant utiliser les populations civiles comme bouclier. C'était sans compter sur le professionnalisme et la grande capacité de discernement des FAMA, toujours plus engagés dans la recherche et la destruction des terroristes. Après une lente et patiente surveillance, les vecteurs aériens ont découvert et pris en filature plusieurs Toyota Land Cruiser des terroristes se rendant dans cette localité. L'analyse des longues heures d'observation des mouvements et l'exploitation d'autres moyens de renseignement permis de localiser avec précision le lieu de la rencontre qui a été frappé avec efficacité, mettant fin à la réunion diabolique. Par la suite, d'autres véhicules du dispositif, des moyens logistiques de la bande avec de l'armement et des munitions à bord ont été ciblés et détruits avec précision. L'état-major général des armées rend encore hommage aux FAMA et rassure les populations que la mission de sécurisation se poursuivra sans relâche. Sur un tout autre chapitre, 3 membres du gouvernement en visite de terrain dans le village de Gouana. Ils étaient sur le site réservé au maraîchage devant abriter le futur centre d'exposition et d'échange de technologies modernes. Fruit de la coopération sino-malienne, le constat n'est pas satisfaisant. Sur les 600 hectares prévus, seulement 200 sont disponibles et les 400 autres occupés par des constructions anarchiques. Boubacar Babli Touré, compte rendu. Dans le cadre de la bonne coopération entre le Mali et la Chine, il est prévu la construction très prochaine d'un centre d'exposition et d'échange de technologies agricoles modernes. Un projet ambitieux qui se veut la concrétisation d'une convention signée entre le Mali et la Chine lors du sommet Chine-Afrique en 2023. C'est pour visiter le site devant abriter le dit centre que les ministres en charge de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'habitat et celui de l'enseignement supérieur ont effectué une visite de terrain dans cette zone réservée au maraîchage conformément au plan d'urbanisation au quartier Gouana. Constat, sur les 600 hectares réservés, 400 sont occupés par des constructions anarchiques. L'urbanisme avait mis à la disposition du département à peu près 600 hectares. Et sur ces 600, on s'est rendu compte qu'il y a de l'occupation illicite qui est vraiment galopante sur ce site-là. Les gens continuent à construire des maisons à usage d'habitation. Donc c'est la contrainte majeure. Et si on arrive à mettre ce centre en place, ça sera une vitrine qui va permettre en tout cas à la jeunesse de s'en inspirer pour produire sain et pour produire aussi en tenant compte de la santé du sol et des raisons de santé publique. Ce centre, une fois réalisé, au-delà de booster la production agricole et maraîchère, sera une aubaine pour nos chercheurs qui pourront compter sur l'expérience chinoise en matière de technologie agricole. Ce centre-là va se présenter sous la forme d'un parc technologique qui pourrait permettre non seulement de vulgariser les résultats de la recherche, mais aussi de permettre de mener en relation avec les paysans, avec les consommateurs, des recherches qui permettent à notre agriculture de se renouveler.
Cette visite se veut une volonté de l'État malien de réunir les conditions pour la réalisation très prochaine de ce centre à vocation agricole et de recherche scientifique. Autre grand titre de ce journal, le Mali renforce sa souveraineté numérique à la faveur de la 2e édition des Journées nationales de cybersécurité, ouverte cet après-midi sous la présidence du ministre en charge de la communication. L'événement va durer 4 jours. L'initiative est de l'AMA-RTP et est placée sous le thème « Renforcement de la souveraineté numérique pour un Mali cyber sécurisé ». Le reportage de Awaditma Kamara. La cybercriminalité est une menace croissante pour le monde. Face à ce mal interplanétaire, les autorités maliennes cherchent à protéger les intérêts nationaux en prenant le contrôle de la souveraineté numérique. Les cyberattaques peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur l'économie et la sécurité du pays. C'est pourquoi il est important de renforcer les capacités en cybersécurité et de sensibiliser la population aux bonnes pratiques en ligne. La 2e édition des Journées nationales de cybersécurité vise à approfondir les réflexions sur ces questions et à renforcer la coopération pour une protection renforcée. Le renforcement de nos capacités numériques est primordial afin de garantir une protection optimale de notre cyberespace. Et cela en mettant en place, évidemment, un cadre juridique solide tout en nous dotant de technologies de pointe. À cet égard, nous avons décidé de poursuivre cette année notre engagement en formant 50 jeunes en cybersécurité avancée. De plus, nous intégrons 50 nouveaux jeunes débutants qui entameront leur parcours dans ce domaine si crucial. Nous continuerons tous ensemble à porter avec conviction, avec engagement, le discours de la nécessité d'assurer continuellement la sensibilisation sur la question de la cybersécurité. Au programme de ces 3 jours d'activité, des panels de haut niveau, des expositions, des ateliers, des formations et des concours en cybersécurité et innovation. 100 jeunes bénéficient ainsi de cette expérience. Ça m'a beaucoup aidé à protéger mes données, à protéger mes équipements électroniques surtout, car c'est très important de nos jours. Quelqu'un peut rentrer dans ton ordinateur, dans ton smartphone surtout, et prendre tes données personnelles. Nous sommes heureux de participer à cet événement. Cela nous est beaucoup utile, surtout les formations qui vont se dérouler dans les salles ici seront un moyen plus efficace de sensibiliser la population, surtout la jeunesse, par rapport à l'utilisation des données confidentielles. Les autorités maliennes travaillent d'arrache-pied pour mettre en place des politiques et des mesures de sécurité numérique plus adaptées. La souveraineté numérique n'est pas seulement un impératif technique, elle est aussi une question de sécurité nationale et d'interdépendance. Dans cette optique, la cybersécurité est un pilier fondamental pour garantir la protection de nos infrastructures essentielles et la confidentialité des données des citoyens maliens. Elle est au cœur de la transformation numérique que notre gouvernement poursuit avec détermination. Cette 2e édition des Journées nationales de cybersécurité s'inscrit dans la continuité des efforts que nous avons initiés l'année dernière avec un accent particulier sur le développement des compétences. 33 jeunes sont sélectionnés pour le concours en cybersécurité et innovation. Le défi à relever est de craquer 100 ordinateurs en un temps record. Mission de redevabilité vis-à-vis des habitants et de l'administration de Koulikoro. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, était sur place. Objectif, échanger avec les membres du conseil régional, le gouvernorat, la société civile, les légitimités traditionnelles et le syndicat sur les alternatives de relance de l'ICOMA, de l'usine ICOMA, et au-delà faire le point des réflexions en cours au sein du cabinet pour l'implantation de nouvelles unités industrielles à Koulikoro. Djema Moussa Konaté, correspondance. Suite à la visite de l'UCOMA par le ministre de l'Industrie et du Commerce et le PDG de l'UCOMA le 5 octobre 2023, un programme d'activité assorti d'un chronogramme a été établi. Ce chronogramme et ce plan d'action devraient permettre de faire l'évaluation de l'outil industriel de l'UCOMA, faire le diagnostic financier et celui de la gouvernance. Ces 3 éléments d'évaluation devraient permettre au département en charge de l'industrie et du commerce de faire un plan de relance des activités de l'UCOMA.
Cette rencontre vise à faire le point des avancées enregistrées dans le cadre de la relance de l'UCOMA. Et ce plan de relance devrait s'articuler autour d'un programme d'investissement, des prévisions de production et l'évaluation du coût de la relance, son schéma de financement et ainsi que les prévisions financières de la nouvelle unité relancée. L'échéance que nous avions fixée pour la mise en œuvre de toutes ces activités-là était le 31 août 2024. Malheureusement, compte tenu des contingences COMA qui avait en charge d'élaborer ces différents documents, n'a pas pu structurer et terminer ce travail-là. Mais nous avions pris un engagement à la population de Koulikoro de revenir pour rendre compte de l'état d'évolution de nos travaux. Selon le ministre, au-delà de la relance des activités de l'UCOMA, toutes les réflexions sont aujourd'hui tournées sur l'implantation de nouvelles unités industrielles à Koulikoro. C'est là pour relancer le développement local. Aujourd'hui, notre agence pour la promotion des investissements est totalement engagée dans la recherche de nouveaux investisseurs pour assurer la mise en œuvre de cette vision des plus autorités de la transition, à savoir le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui fait de la relance de Koulikoro une priorité pour le gouvernement. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé que la relance de l'UCOMA est inscrite dans les recommandations des Assises nationales de la refondation. Œuvre sociale du président de la transition en ce mois de la solidarité. En 3e région, 100 familles vulnérables de Sikasso ont reçu des kits alimentaires et 100 kits scolaires ont été aussi remis aux orphelins de militaires du camp Tcheba. Mustafa Doumbia, Taïro Konate. Cette remise de dons s'inscrit dans le double cadre des œuvres sociales du président de la transition et du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les premiers dons concernent des kits alimentaires composés de riz, de mil, d'huile et de pâtes alimentaires. 100 kits pour 100 ménages démunis, dont des victimes d'inondations. Nous remercions les autorités de la transition pour ce don en vivres qui arrive à un moment difficile. Nous prions que Dieu leur donne la force de chasser les terroristes de notre pays. Le deuxième don est composé de 100 kits scolaires pour les orphelins des militaires de la 8e région militaire. Nous apprécions à juste valeur au moment où le besoin se fait sentir. C'est le lieu ici d'exprimer toute notre reconnaissance à nos partenaires qui nous accompagnent pour le bien-être des veuves et orphelins de la zone de défense numéro 8. L'importance de la solidarité est rappelée par la chef de l'exécutif régional et par le conseiller spécial du président de la transition. J'ai saisi cette occasion pour renouveler l'appel à la mobilisation de tous les acteurs, publics comme privés, pour renforcer ces actions de solidarité et contribuer à créer un avenir meilleur pour chaque enfant, chaque famille et chaque citoyen de notre région. On sait que c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui, surtout que le Mali a subi des inondations. Il y a eu des victimes des inondations, il y a les démunis. Le président de la transition veut apporter son aide à ces gens pour montrer et dire que la solidarité doit être malienne. Et il veut que d'autres Maliens l'imitent afin que nous nous aidions. Aux orphelins des militaires et paramilitaires, dire aux parents que tant qu'il y aura un militaire malien, ils auront une famille. Après la remise, la délégation du gouverneur a rendu visite aux 2 personnes les plus âgées de Sikasso. Il s'agit de Tenen Sidibé, 111 ans, et de Adama Kone, 96 ans. Ces personnes âgées qui ont reçu du vivre, des couvertures et des enveloppes ont fait des bénédictions pour le pays. Signature de protocole de partenariat, il se passe entre la Fédération nationale des industries hôtelières et le collectif de l'opération promotion des associations, des coopératives et des entreprises évoluant dans la fabrique de savons et dérivés. Ibrahim Kaoukounate, Mohamed Sidibé, reportage. La signature de ce protocole de partenariat va permettre au collectif d'opération savon de fournir des produits d'hygiène, notamment le savon et les produits de nettoyage, aux promoteurs hôteliers. Objectif, valoriser les produits locaux et contribuer à l'autonomisation des femmes. Avec Madame le ministre qui a eu cette belle initiative avec l'ANPE, nous sommes là nuit et jour en train de travailler pour vraiment faire du bien pour le Mali.
C'est pour cette raison qu'on s'est engagé avec le ministère. Cette précieuse opportunité renforce notre engagement en faveur de l'autonomisation de la femme et de la promotion de l'économie sociale. Cette collaboration entre le collectif Opération Savon et la Fédération des industries hôtelières est une initiative du département en charge de l'entrepreneuriat à travers l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. La mise en œuvre effective du présent protocole de partenariat que nous venons de signer contribuera sans aucun doute à faciliter l'accès au marché au profit des petites et moyennes entreprises, à valoriser le savoir-faire local et à créer de l'emploi. En somme, à travers cette opération, les établissements hôteliers seront approvisionnés en savons et dérivés made in Mali. Il s'agit de produits d'hygiène comme les savons, les produits de nettoyage, les shampoings et les gels. Pour la pérennisation de l'initiative, le ministre de l'Entrepreneuriat invite les femmes fabricantes du savon et dérivés à fournir des produits de meilleure qualité à la Fédération nationale des industries hôtelières. Nous allons quitter le Mali pour parler de la plénière inaugurale de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Cali, en Colombie. Occasion pour les groupes régionaux de faire le point de la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité 2 ans après son adoption. La faible mobilisation des ressources, la non-tenue des engagements pris par les pays développés sont entre autres préoccupations soulevées au cours de cette rencontre. Le groupe Afrique demande la création d'un fonds spécial pour la biodiversité, comme c'est le cas pour le Fonds climat. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Siaka Konaté et Tayeb Adjawakouya. De la plénière inaugurale de la COP 16, il ressort que peu de ressources ont été mobilisées pour la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité adopté en 2022 par la COP 15 à Montréal au Canada, selon les porte-parole du groupe des pays hyper divers et regroupant le Brésil et autres. Sur une prévision annuelle de 20 milliards de dollars, seuls 480 millions sont mobilisés. C'est pourquoi le groupe Afrique demande aux parties prenantes de changer de paradigme, d'accroître le financement des activités de protection de la biodiversité et de créer un fonds spécial dédié à la biodiversité. Nous avons besoin de ce mécanisme de mobilisation des ressources pour pouvoir mettre en œuvre ce cadre-là que nous avons adopté. Donc sans laquelle ce sera difficile d'atteindre ces objectifs. La deuxième chose, c'est sur le DSI, l'information sur le séquençage numérique. Donc c'est une problématique que nous devons discuter et nous demandons aussi un fonds et cela implique le troisième objectif de la Convention, à savoir le partage juste et équitable des bénéfices qui découlent de l'utilisation de cette information. Nous avons les questions de renforcement de capacité, la coopération scientifique et technique, entre autres questions importantes pour l'Afrique. Selon M. Kassé, à ce jour, 41 pays africains ont déjà élaboré leurs objectifs nationaux de biodiversité. Le Mali a besoin de financement pour finaliser le processus d'élaboration de sa stratégie nationale et de son plan d'action. Il a été demandé à chaque pays d'élaborer sa stratégie nationale biodiversité et son plan d'action. Le Mali est déjà dans la dynamique et pour la mise en œuvre de ce cadre-là, ça nécessite des financements. Alors le groupe Afrique effectivement a demandé à ce que les pays en voie de développement soient accompagnés financièrement pour pouvoir assurer la mise en œuvre du cadre mondial, la stratégie nationale biodiversité, parce qu'il y avait une première stratégie qui avait été élaborée. Et qu'est-ce qui s'est passé comme problème? C'est que cette stratégie n'a pas été mise en œuvre à hauteur de souhait. Les différents groupes régionaux appellent les pays développés à tenir leurs engagements pour que les objectifs fixés par le cadre mondial puissent être atteints dans 6 ans. L'un de ces objectifs est de placer sous la protection environnementale au moins 30% des océans et des terres d'ici 2030. Retour au Mali avec la cérémonie de clôture du premier salon international de la volaille. Les attentes sont comblées selon les organisateurs. Le Maroc était le pays invité d'honneur de cette édition. Youssouf Diakité, Aruna Djara. Coup d'essai, coup de maître.
La Fédération internationale de la filière avicole au Mali a reçu le pari de l'organisation de cette première édition du Salon international de la volaille. Témoignage donné par la plupart des exposants. L'hypothèse est confirmée par le pays invité d'honneur, le Maroc. Les relations avec la FIFAM datent depuis un moment et comme vous le savez, beaucoup de professionnels maliens ont été formés au centre de formation à Casablanca. Donc nous avons de très très fortes relations et nous avons même des investissements qui ont été faits maroco-maliens ici, dans la filière du poussin. Une usine d'aliments qui devrait démarrer ses travaux en décembre. La coopération sud-sud, voulue par les plus hautes autorités des deux pays, je crois est en marche. La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la filière avicole au Mali estime que les attentes ont été multipliées par 2. Un motif de satisfaction, dit-elle. Le salon a été une réussite. Bon, tout ce qu'on attendait, vraiment, on a même dépassé nos attentes. Donc on a eu plus de 230 exposants et plus de 80 stands étaient animés. Donc il y a eu on avait dit qu'on attendait à peu près 1000 visiteurs, mais ce qu'on a vu, ça vaut 2000 visiteurs. Le premier jour même, on a atteint les 1000 visiteurs. Le ministère de l'Élevage et de la Pêche rassure ses partenaires que l'accompagnement de l'État ne fera pas défaut. J'ai beaucoup apprécié l'engouement des participants au panel pour les sujets discutés. Durant 3 jours, vous avez échangé effectivement avec les talentueux experts panélistes sur les 3 thèmes essentiels que sont le rôle de la filière avicole dans la sécurité, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, les perspectives de développement de la filière avicole en Afrique, les perspectives de financement du secteur avicole. En tout cas, ce premier salon international de la volaille a été une opportunité de nouer des partenariats stratégiques. C'est quoi le bon ou vrai témoignage? La chronique judiciaire nous fournit des éléments de réponse là-dessus ce soir. Sachez déjà que c'est la déclaration d'un fait ou d'un événement au sens large et à une place importante, surtout dans le domaine de la justice. Lors d'un procès, par exemple, le juge peut faire appel aux témoins pour établir ou prouver les faits. La chronique est une réalisation de Garibou Pérou. Suivons ensemble. Principalement oral, les témoignages dans le domaine du procès et la déclaration d'une personne. Cette dernière n'est pas intéressée par le fait juridique qui oppose au moins 2 parties. D'une des fois, cet acte permet au juge d'administrer les éléments de preuve pour justifier ses décisions. Le témoignage, a priori, n'est pas une preuve écrite. Le témoignage est une preuve orale qui est rapportée au juge non pas par les parties, mais par des personnes qui ne sont pas intéressées au procès. Il faut que le témoignage soit le récit de quelqu'un qui était présent lors d'un événement ou lors des faits pour lesquels la personne intervient. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ou alors, j'y étais, j'ai entendu telle personne dire ceci ou cela. Dans notre arsenal juridique, le témoignage est bien réglementé. Il ne représente aucun risque s'il est sincère. Quand vous prenez la loi 87-31, que nous appelons chez nous le régime général des obligations, le témoignage est classé parmi les modes de preuve. Il n'est pas prévu simplement par le régime général des obligations. Le témoignage est prévu par le Code de procédure civile du Mali, ce qu'on appelle le Code de procédure civile, commerciale et sociale. Le témoignage est prévu par le Code pénal du Mali. Le témoignage est également réglementé par le Code de procédure pénale du Mali. Qu'il soit écrit ou oral, le juge a besoin de témoignages, surtout les témoignages fondés sous la foi du serment ou à titre de renseignement. Venir déformer la vérité n'est pas sans conséquence. Le témoignage s'est fait sur la base d'un serment qui aura été préalablement prêté. Le serment de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Quand vous venez témoigner d'un fait, vous dites: je suis telle personne, née à telle date, de telle et de telle autre personne. Je ne dois rien à ces personnes-là. Je ne suis ni parent, ni allié, ainsi de suite.
Et donc, le juge vous prend au sérieux. Et quand le juge vous prend au sérieux, tout ce que vous dites, le juge prend ça au sérieux. Et quand le juge fonde sa décision sur ça, et qu'après on se rend compte que, tu lui as fait mal. Et en lui faisant mal, tu fais mal à la nation. Parce que le juge ne rend pas la justice en son nom. Il rend la justice au nom du peuple tout entier. Quand vous voyez une décision, vous verrez au nom du peuple malien. Donc le juge rend la décision au nom du peuple du Mali, au nom de toute la République. Une seule personne vient et par son mensonge fait mentir toute la République. Le faux témoignage dans les cas de succession est de plus en plus fréquent. C'est le constat dans les procédures judiciaires. On appelle des témoins qui viennent, ils connaissent le décusus, celui qui est décédé. Ils connaissent son ou ses épouses. Ils connaissent l'ensemble de ses enfants. Mais ils se donnent le plaisir de venir témoigner. Eh bien, dans leur témoignage, ils excluent de façon volontaire certains héritiers. Bien avant les cours et tribunaux, le témoignage a existé dans les pratiques traditionnelles. Il demeure toujours et avec efficacité. Nous sommes en train de rentrer dans un monde interconnecté, dans un monde où tout est rapide. Nous faisons des affaires de 100 000, de 1 million, de 1 milliard, des fois, sur la base simplement d'un appel téléphonique ou des vocaux ou des petits arrangements. On ne se donne pas la peine d'écrire. Si vous ne pouvez pas faire un document écrit, faites en sorte qu'il y ait au moins des éléments de témoignage concordants qui puissent vous permettre, en cas de difficulté, de pouvoir vous en sortir. Dans nos sociétés, ça s'est passé toujours comme ça. Quand les gens venaient payer leurs engagements, ils se faisaient toujours accompagner. Même dans les lieux de vente de bétail. Vous verrez, vous voulez acheter un animal, vous verrez quelqu'un d'autre à côté, vous comptez l'argent, vous donnez à cette personne qui remet au propriétaire. Ce n'était pas fortuit. Les juges ne jugent pas sur la base du néant, mais sur les éléments produits. Loin donc de rumeurs, des racontars publics ou du secourisme, les témoignages et la déclaration pour la manifestation de la vérité lors des procédures judiciaires. Merci pour tous ces détails. Dans le cadre de la réorganisation du secteur de l'orpaillage, la Fédération nationale des orpailleurs du Mali a un nouveau bureau mis en place à Djalafara. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Sangaré et Gaussou Achtouri. Située à 149 km de Caille, la commune de Djalafara est réputée pour son activité d'orpaillage qui reste la principale source de revenus pour ses habitants. Le secteur de l'orpaillage, sous la direction de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali, s'engage à réorganiser l'activité à l'échelle nationale. Ainsi, le bureau des orpailleurs de Djalafara a été validé par la Fédération nationale des orpailleurs du Mali dans le cercle de Sadiola. Ce que je voudrais donner au bureau communal de Djalafara, d'abord c'est d'être ensemble, de travailler ensemble, d'être soudés surtout, parce qu'aujourd'hui, c'est que nous, le Mali même a besoin d'être ensemble et la paix d'abord. C'est ça que le Mali a besoin. Tamba Sissoko a été élu pour diriger les activités des orpailleurs de Djalafara pour un mandat de 5 ans. Nous, les membres de la commune de Djalafara, de donner la main et travaillons ensemble pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose, cette exploitation artisanale pour développer la commune de Djalafara. Le bureau composé de 116 membres a été constitué conformément à la réglementation de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali. Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein, est à Washington, aux États-Unis, à la tête d'une importante délégation pour prendre part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Et nous retrouvons Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein, prend part à Washington, aux États-Unis d'Amérique, aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. À cette occasion, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein,
et sa délégation auront des réunions de travail, des rencontres d'échange, des discussions techniques autour des questions de développement, des finances et de l'économie. À cet effet, le Premier ministre s'est entretenu avec le représentant résident de la Banque mondiale, région Afrique au Niger. Les dossiers du Niger auprès de cette institution financière au menu des échanges. Il y a des sujets importants dans notre collaboration. Évidemment, il y a la pression fiscale et la pression budgétaire que le pays connaît. Mais c'est quelque chose où, ensemble, entre le Niger et la Banque mondiale, nous devons essayer de trouver une solution. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, s'est également entretenu dans l'après-midi avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Ces assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI réuniront ici à Washington les dirigeants influents de la sphère politique, des entreprises et des organisations internationales, entre autres. Au Burkina Faso, tenue très bientôt de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Elle va s'ouvrir aux artisans, aux acheteurs et aux visiteurs du monde. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat était sur le site pour voir les derniers réglages avec le comité d'organisation. Suivons donc Adama Giti et Tanga Kafando. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sur le site du SIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. À 4 jours du début de la 17e édition, il s'agit pour Serge Poda de s'assurer avec le comité national d'organisation que tout est prêt pour accueillir les artisans et les visiteurs qui viendront des 4 coins du monde. Je puis vous rassurer que du point que nous avons fait avec tout le comité, au jour d'aujourd'hui, le comité national du moyen d'organisation est fin prêt à plus de 90%. En tout cas, entre 350 000 à 400 000 personnes sont attendues ici sur le site tout au long donc, de cette semaine de fête du salon et de fête de l'artisanat africain. Entre autres innovations, vous aviez ce qu'on appelle les ateliers vivants qui seront là. Vous avez vu le chapiteau qui est en train d'être érigé pour permettre séances tenantes à des artisans de réaliser des chefs-d'œuvre. Il y a aussi en termes d'innovation ce qu'on appelle le SIAO Kid, qui sera aussi dédié aux enfants qui viendraient sur le site du SIAO pour visiter. Vous avez entre autres innovations, nous avons pu développer une plateforme appelée eSIAO qui permet à tous les artisans de pouvoir d'abord réserver leur stand en ligne, mais aussi à tous ceux qui viendraient, les visiteurs, de pouvoir réserver des tickets en ligne. La 17e édition du SIAO se tient du 25 octobre au 3 novembre prochain sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Et toujours hors de nos frontières, dans le cadre de la relance de leur centre, les responsables du CSK ont organisé une tournée au Sénégal, ponctuée par des matchs amicaux. Ce séjour sénégalais permettra aux jeunes centristes d'acquérir de l'expérience en se frottant à d'autres centres de formation, nous disent Koji Sibi et Oumar Traori. Le centre Salif Keita, initiative du premier ballon d'or africain Salif Keita Domingo, est le premier centre à avoir offert à l'équipe nationale des stars de renommée internationale, dont Mamadou Diarra Djila et Sedoublin Keita. Après ces moments de gloire, le centre a disparu des radars avec sa descente en 2e voire 3e division. La nouvelle équipe dirigeante sous la houlette de Séré et Cheikh Keita veut tenir le flambeau et relancer véritablement le centre. La mission, c'est juste de redorer l'ancienne image du CSK. Aller plus haut, même plus que ça. Parce que le CSK avait pour objectif avant de valoriser les joueurs, les talents africains au niveau international, les exporter. Le but même, ce n'était pas les championnats, mais c'était de produire du bon football, de produire de bons joueurs qui peuvent amener à hisser le drapeau, pas du Mali seulement, mais de l'Afrique. La formation à la base reste le credo des centristes. Mieux, ils cherchent à refaire surface. Le club jouera cette année la 2e division.
Cette tournée dans le pays de la Teranga est une opportunité de bien préparer l'équipe. Pour que les gens puissent avoir la confiance et pour qu'ils puissent savoir que le football, ce n'est pas seulement au Mali, de venir s'affronter avec d'autres pays, avec d'autres clubs aussi, dans le seul but. Cette fois-ci, on veut montrer aux enfants que le football, c'est universel. De quitter au Mali pour venir ici dans notre pays, c'est de gagner d'autres expériences aussi. Ça va nous aider à avoir plus d'expérience, à avoir plus de compétition dans les pieds pour bien débuter la saison. Le Sénégal est une référence en matière de formation à la base. Se frotter à des centres de la place est une belle expérience pour les jeunes du CSK. 5 rencontres sont ainsi prévues, dont 2 à Tambacounda et 3 à Mour. Le centre Salif Keita est présent ici au Sénégal avec une trentaine de joueurs, toutes catégories confondues. Un rappel, ce communiqué avant de fermer ce journal. Ce communiqué donc de remerciement à l'issue de la cérémonie solennelle de remise des attributs aux généraux nouvellement promus dont certains à titre exceptionnel, tenue le 21 octobre 2024 au palais de Koulouba. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, exprime sa profonde gratitude au peuple malien. Ces promotions voulues et recommandées par le peuple souverain dans le cadre du dialogue intermalien incarnent le désir ardent de changement que la transition s'efforce de concrétiser depuis 4 ans. Les réformes entreprises témoignent de l'engagement indéfectible des Maliennes et des Maliens à bâtir un avenir meilleur pour notre nation après tant de défis. Conscient de l'ampleur de la confiance qui lui a été accordée, ainsi qu'à ses compagnons d'armes, le président de la transition réitère son engagement à satisfaire les aspirations légitimes du peuple malien. Les organes de la transition continueront d'œuvrer avec détermination dans cette dynamique de refondation. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, exhorte les Maliennes et les Maliens à maintenir leur cohésion et à renforcer leur détermination pour l'accomplissement de cette aspiration collective qu'est la refondation du Mali. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous dis un grand merci. C'est tout pour ce journal. Grand merci donc à tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux de Ménaka, Tombouctou et Tissalit. Je vous dis à demain. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.